Bonjour Didier B. Salut mon gars. Je m'appelle Tom, enchanté. Enchanté Tom. Bienvenue sur Énergie. Merci. Une Merci. première. Ouais, c'est la première fois pour moi. Et Bon, c'est un honneur. J'espère que ce ne sera pas la dernière en tout cas. On espère tous. Dans quelques instants, tu vas rentrer en stase. L'état de stase, c'est l'arrêt du temps. Mais avant, il faut passer par une étape importante, c'est la rétrospective. La rétro, c'est une interview de 30 secondes durant laquelle je vais te poser des questions sur des moments clés de ta vie. Les horloges s'arrêteront ensuite de tourner et nous pourrons démarrer la discussion. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Calamar. Didier B, ta date de naissance. 3 avril. La ville où tu as grandi. Rivera 2. Cocody. L'endroit préféré de ton enfance. Non, Rivera 2. Rivera 2. L'âge auquel tu as commencé la musique. Officiellement 17 ans. L'artiste qui t'a le plus inspiré. Waouh. Il y en a plein franchement, mais le plus c'est Michael Jackson. On passe en stase. Didier B, au cours de ce podcast, on va voyager d'abord dans ton présent, ensuite on ira dans ton passé, enfin dans ton futur. Ok. Dégâts, abrégé en DX3 est sorti en décembre, en featuring avec MHD. Ouais. Et depuis, vous êtes partout. Yes. On fait des dégâts. Ah bah ça c'est le cas de le dire, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de collaborer avec MHD ? Oh, déjà, j'aime bien ce qu'il fait parce que il fait de l'afro. Et l'afro, nous aussi, on en fait à Abidjan, tu vois. Donc, pour moi, ça allait forcément coller, mais c'est la sauce. C'est la sauce qu'on cherchait, tu vois. Mais c'était une ambiance au studio. C'était une grosse ambiance. Mais j'ai vu ça parce que le premier teaser que t'as posté, c'est le 30 novembre. Ouais. Et c'était justement dans ce studio-là et tout ça. Ouais. Décris-moi cette ambiance dans le studio. Bon, franchement, on s'est tapé tellement de barres dans le studio parce que on était en train de parler de quel style de son on allait faire. On voulait aller un peu chez les Angolais. Après, on voulait faire de l'afro. Après, il m'a fait écouter ses titres, les deux derniers qu'il a sortis là. On se disait, bon, on fait quoi? On fait quel style? Après, on partait chiller en haut parce que le studio était en bas, mais nous, on chillait en haut. Et là-bas, vas-y, ça partait en podcast, quoi. C'était un podcast drôle. Si tu plaçais un micro, c'était grave, en tout cas, ce qui se passait là. Ah mais il n'y a pas d'enregistrement. Non, on n'a pas enregistré. On parlait de tout et de rien. On parlait des gens qui habitent au 7-7. Et on disait qu'eux, ils sont dans un autre pays, en fait. C'est le RERD, je crois. Voilà, et que quand t'arrives au 777, que tu dois mettre plus 1 sur ton numéro, un truc comme ça. Ah, tu vois, c'était un peu des trucs comme ça. Mais bah, tu sais ce qu'il faut faire pour la prochaine fois. T'installes un micro dans le studio. Voilà, je te jure, là, on fait un truc, on met un petit iPhone là, et puis sans savoir, hein, parce que si on sait, ça va pas être naturel. Eh bah, tu vois prochainement le podcast de Didier B. Ouais. Chez le premier auditeur. Tu vois, alors il y a eu la sortie du son, et en même temps, il y a eu la chorégraphie de Lori Fete, qui en a fait une trend. Ouais, franchement, elle a assuré, hein. Elle a tué ça. Elle a fait la Corée juste pour le clip. En fait, c'était pas vraiment pour lancer un challenge, tu vois. Elle a fait ça pour le clip et on a kiffé. Les danseurs, ils ont kiffé. Même moi, dans le montage du clip, j'ai demandé qu'on mette cette partie-là parce que les internautes, ils ont... Au début, je me disais c'était compliqué. Eh ben, j'allais te dire que c'était simple, pour le coup. C'était une chorégraphie assez simple. Donc, tout le monde a suivi et vraiment 250 000 vidéos. Bravo à elle et bravo à tous ceux qui ont kiffé le son, quoi. Et tu vois, pourtant, moi, je suis pas danseur, hein. Ah, Et vraiment. t'arrives à faire un... Non, mais j'ai jamais osé. Vraiment, quand je dis que je suis pas danseur, je suis vraiment pas danseur. Mais non, là, j'ai trouvé la chorégraphie assez simple à mémoriser et comme ça, même, accessible. Ouais. Et je pense que ça a contribué au succès du son également, tu vois. Ouais. Alors, ton actu se résume pas qu'à la sortie de ce titre. T'as aussi eu du boulot avec ton groupe Kiff No Beat. Il y a quelques semaines, vous étiez en concert au Folies Bergères. Ouais, avec le groupe. Ouais. Il y a aussi le clip de Pas Grave qui est sorti. Ouais, et c'était un rapport avec le concert. Ouais, il fallait qu'on envoie quand même un beau single avant de faire le concert, quoi. Alors tu vois, généralement, les artistes en groupe, ils sont d'abord en groupe.
puis ils sont ensuite en solo. Mais là, tu es à la fois en solo et en groupe. Et les deux fonctionnent très bien. Ouais. Et franchement, on va dire, c'est l'alchimie, hein, c'est grâce à Dieu, quoi, parce que c'est vrai qu'au début, c'était pas facile de quitter un groupe et être en solo. Mais par la force des choses, chacun a fait ses preuves en solo. Chacun a essayé de faire ce qu'il pouvait en solo. Et on a tout de suite ressenti le besoin de continuer à promouvoir Kiff No Beat. Parce que c'est la marque de base, en fait, Kiff No Beat. Nous, c'est notre base. Voilà, on a essayé de faire des projets. On est en plein dedans, là. C'est-à-dire que peut-être à un moment de l'année ou bien début de l'année, bam, on va envoyer ce projet-là. Mais on s'est promis de ne pas se lâcher, c'est tout. Qu'est-ce qui apporte un groupe que n'apporte pas un projet solo et inversement? Franchement, ce qui apporte un groupe, c'est que le groupe, c'est moins de réflexion. Là, si on se prend, on dit, les gars, on sort un bon son là, regardons parmi nos sons là. On sort un truc. Ou bien même si on fait une séance studio, c'est chic quoi. C'est plusieurs têtes sur un son, on s'enjaille. On a beaucoup plus d'expérience, donc en groupe, donc ça va vite quoi, tu vois, ça va vite et ça rappelle de bons moments passés ensemble. C'est quoi s'il y avait un moment dont tu te souviens avec Kiff No Beat? Oh là, en tout cas actuellement, honnêtement mon plus beau souvenir c'est soit le festival qu'on a fait à Abidjan ou soit le concert à Paris, parce que les concerts de Kiff No Beat, moi c'est mes meilleurs moments pour moi. Ouais. Plus que tes concerts solo? La vérité, il y a match. Il y a match parce que les concerts avec Kiff No Beat, je suis avec mes potes, tu vois. Je suis pas vraiment au travail. Hein. Ouais. Tu vois. En solo aussi, je suis pas au travail, mais c'est plus, je suis livré à moi-même, tu vois. Alors qu'en groupe, c'est plutôt, on s'amuse. Et tu peux te reposer sur des gens. Voilà. Sur scène. C'est ça. Ouais, je pense que c'est très important aussi. Et les gens ils pensent que c'est pas intéressant de backer, mais c'est chic. C'est chic de faire les backs aussi. Quand ton gars, il fait son couplet, et tu fais ses backs, tu le soutiens, c'est intéressant aussi de voir les moments de gloire des autres. Bien sûr. Ouais. Réussir ensemble. Ouais. Moi, en tant que leader, c'est ma première, j'aime ça. Moi, je préfère réussir avec mes amis, en fait. Didi B, il est temps d'explorer ton passé. Tes deux parents étaient artistes. Il y a ton père Abou Bassa qui est pianiste notamment. Ouais. Ta maman, Peoula Zereoué, nous a malheureusement quittés il y a plusieurs années maintenant. Elle était chorégraphe. Ouais. Et artiste aussi. Et artiste. Ouais. Quand on a deux parents artistes et qu'on devient soi-même artiste, est-ce qu'on pense que son chemin est déjà tout tracé? Non. On pense même pas comme ça. On a plus de pression même en plus. C'est vrai? Ouais. Sans rabaisser mon travail, mais ce que tes parents ils ont fait là, ce que toi tu es en train de faire, franchement c'est même pas la moitié. Hein. C'est juste que nous on est franchement plus en mode urbain et tout. Mais eux, ils se tapent des grands spectacles. Quand tu les vois faire les filages, des grandes scènes qu'ils font, si tu demandes ça à un artiste ou un rappeur normal, franchement, il aura la flemme. Tu vois un peu de quoi je parle? En tout cas, leur milieu, world music, culturel, tout ça, là, franchement, pour moi, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Donc, ça fait que quand nous, on vient faire du rap, c'est la question qu'ils nous posent. Pourquoi parmi toutes les musiques qu'on fait, c'est le rap que vous avez choisi? On dit non, c'est la musique qu'on ressent et tout. Et par la suite, ils ont commencé à nous accompagner, à nous aider aussi, à nous donner leurs idées, à nous dire d'avoir un discours, d'être authentique, d'être nous-mêmes. Donc, au fur et à mesure, on s'est senti à l'aise. Mais sinon, au début, t'avais presque honte de faire écouter ce que tu fais au studio à tes parents, quoi. Tu vois? C'est comme ça se passait. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais moi, quand j'écoute du rap ivoirien, quand j'écoute ton rap, c'est bizarre, hein, mais j'ai pas l'impression de vraiment écouter du rap. Il y a beaucoup de musicalité, plus que ce qu'on peut entendre sur la scène française. Je sais pas si tu ressens la même chose. Oui. Moi, c'est ce que je recherche. Moi, je préfère être moi-même que arriver avec ce qui est déjà sur le marché. Je vais être l'unique exemple. Après, il y en aura. Mais c'est une voie que je veux ouvrir. Le rappeur, l'artiste, le rappeur qui est pas complexé, qui peut faire l'artiste aussi. Voilà, le rappeur africain. C'est ce que moi je veux. C'est mon identité en fait. Quand t'étais petit, ta maman était la metteuse en scène d'un artiste qui s'appelle My Way.
Est-ce que je prononce bien? Mais oui. Mais ouais. Mais c'est ça. En plus, c'est comme ça. C'est ce qu'il veut qu'on comprenne. Mais oui. C'est comme ça qu'il veut qu'on comprenne. My way. My way, mon chemin. Voilà. C'est ça qui s'appelle My way. Et c'est comme ça que tu as fait tes tout premiers pas à 3 ans. Ouais. Tu fais une apparition dans le clip Death Society. Alors 3 ans, c'est peut-être un peu jeune. Moi, j'ai des souvenirs quand j'avais 2-3 ans. Je sais pas toi, mais est-ce que tu as des souvenirs de cette époque-là où tu commençais à faire des petits tournages de clips comme ça? Moi, je me souviens très bien de ce tournage. Hein. J'avais peur en plus. Ouais. Ouais, parce que dans le clip, on me fait passer à côté des gens qui sont déjà morts. Oui. Tu vois. Ouais, j'ai vu le clip. Cette scène-là, je sais même pas comment ils m'ont blagué pour que je fasse ça, mais j'avais peur. Et j'ai fait qu'une seule fois. Mais je me rappelle vraiment. Ça m'a fait vraiment peur en fait. Parce que pour resituer, c'était une musique de sensibilisation au VIH, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. On est à la fin des années 90. De mémoire. Ouais, 95, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 95 ou 96, je sais pas. Mais en tout cas, c'était ça. Et moi, vu que on me mettait dans les clips, je disais jamais non. C'est pour ça que ils m'ont choisi pour faire ce truc. Parce que je participais souvent à des scènes de théâtre au village Quilly et tout. Moi, j'aimerais revenir sur un moment hyper fort qui s'est déroulé à la télé ivoirienne sur Live TV il y a plusieurs mois. Tu as dédié à ton papa une chanson avec laquelle tu reviens sur des difficultés financières auxquelles ton père justement était confronté. Ouais. Alors tout le monde sur ton plateau était en larmes, ton papa inclus. Ouais. Moi aussi. Mais moi j'avais des lunettes. Et t'avais des lunettes. J'ai eu le temps d'essuyer avant de me montrer. Ça, je pense que ça devait être un moment hyper... Je me suis dit, Didi Bey, il devait être encore plus stressé de chanter devant son père sur un plateau télé que dans un stade. On l'a repris même. On l'a repris. C'est le passage que vous avez vu, c'était le deuxième passage. La deuxième prise? C'est la deuxième prise, ouais. Parce que quand il est venu comme ça s'asseoir, j'ai mal pris le morceau au début. Genre, j'ai mal commencé, j'ai dit bon, on reprend. C'est la première fois que je chante devant mon père en mode édition, tu vois, audition comme ça. Donc, mais c'est un morceau que j'ai écrit honnêtement sans réfléchir. Des morceaux comme ça, j'en ai 3 dans l'album. Quand je te dis sans réfléchir, c'est sans réfléchir. Genre, je dis ok, je fais un morceau pour mon père, et je raconte tout ce qui s'est passé, rien d'autre. Et j'ai rimé, j'ai essayé de rimer, c'est fini. J'ai pas dit non, je dois placer une punchline là. C'est ce qui est dans le cœur que j'ai écrit. Non, mon père, je voulais pas que je commence la musique tôt comme ça, alors que moi je te voyais voir des enfants d'artistes à la télé qui réussissaient, et moi je voulais te venger. C'est tout ce que j'ai écrit. Après tu m'as dit non, pourquoi tu veux commencer? Que je dis moi je suis fatigué de te voir en train d'aller là maintenant, tu commences à faire la cuisine, tu fais la cuisine pour moi, tu passes tout le temps à la maison au lieu de t'occuper au boulot. Maintenant tu es en train de, je te vois en train de galérer là. Donc il faut que moi aussi je me bouge. Mais je ne vais pas me bouger avec l'école. Je veux me bouger avec ce que je sais que je peux attraper rapidement. Parce que c'est chaud là. Ça devient chaud là. Donc il faut que tu me comprennes pour que voilà. C'est comme ça que j'ai écrit ce morceau. Justement, tu dis dans la musique, je vais faire carrière et on aura demain ce qu'on n'avait pas hier. Promesse tenue. Ah, ça va, hein. Dieu merci, on avance. C'est vraiment ça qui t'a poussé à faire de la musique avant tout d'aider ta famille? Oui. Parce que je savais faire la musique. C'était pas ça le problème. Je savais que je savais faire la musique, que je pouvais être dans le monde de la musique depuis mes 10 ans ou mes 7 ans. Mais de là à commencer à l'école, à voir galérer ton père, et puis tu vois que ton père, lui, il a espoir que tu sois, je sais pas, un médecin ou bien un truc comme ça. Alors que toi-même, de base, le bail de médecin, là, t'es pas passionné par ça, ou bien le bail de... Quand je dis médecin, je parle d'un métier quelconque, genre... Parce qu'en Afrique, tout le monde doit être médecin, ministre, avocat. Maintenant, Dieu merci, je pense que nous, on impacte nos petits frères, la jeunesse. Donc ça fait que chacun peut se dire, voilà, il y a Drogba, il y a Touré, donc peut jouer au foot. Il y a Kessié, qui est très bien payé. Donc il y a Kif Nobit, voilà. Maintenant, on peut rapper, tu vois. C'est des métiers, il y a d'autres métiers. Donc moi, j'ai foncé dedans parce que je sais que
je pouvais ramener du résultat. Donc en fait, à ce stade-là, il n'y avait pas ce sentiment de se dire, pourvu que ça marche, il fallait que ça marche. Non, ça devait marcher. On a tout essayé. C'est ce que les gens... Nous, on a essayé des stratégies de dingue. Comment rentrer dans le coupé décalé en tant que rappeur? Vu que c'est ce que vous kiffez maintenant, ok, nous, on va rapper sur du coupé décalé. Ah, vous voulez la danse? On va danser aussi. J'ai remarqué quand t'es venu à Énergie, t'as ton équipe qui est assez nombreuse. Comment t'as su t'entourer? Comment t'as choisi les personnes qui devaient t'entourer? Oh non, ça c'est naturel. Honnêtement, c'est naturel. Ma manager Diba, franchement, moi-même je l'ai choisi et elle aussi, elle a vu que je pouvais être sérieux. Elle a décidé de travailler avec moi aussi. Mais mon manager aussi de Kiff No Big Johnny, pote d'enfance, c'est naturel quoi. C'est naturel, on n'est pas là en mode on est venu... c'est vrai, on cherche l'argent, mais on n'est pas en mode... trahison, demain on se parle plus. Il n'y a pas d'ego. Honnêtement, on dit jamais, mais c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on a commencé à travailler. C'est pas l'esprit, ouais. Voilà, c'est pas l'esprit qui nous... C'est pas l'esprit d'équipe, ouais. Ouais. S'il y avait quelque chose, un souvenir ou une personne de ton passé que tu aimerais faire revenir dans ton présent, ça serait quoi ou qui? Oh, c'est ma mère. Bien sûr que c'est ma mère. C'est ma mère, comme ça, quand si elle revient là en même temps, Range Rover en même temps. Tu connais. Tu connais. C'est la mère. Tu sais que quand tu perds ou bien quand tu arrives à t'en sortir, au moins, la première des choses, tu veux donner de l'amour à tes parents. Donc, c'est ma mère. Didi B, on a fait le présent, le passé, qu'est-ce qui nous reste? Le futur. Maintenant, on peut te considérer comme un artiste international. Hein. Ah, il y a 5 ans, personne connaissait Burna Boy, et tous ces Naija. Nous, on les connaissait bien en Afrique, mais dans le monde entier, c'est parti comme ça. Paf. Bah là, toute la scène nigériane, toute la scène sud-africaine. C'est la technique qu'il faut trouver. Il y a une faille quelque part, il faut trouver. Bah, alors d'expérience, je crois que la faille, de ce que j'ai remarqué dès qu'on a rentré les tailles là dans la playlist, des Burna Boy et tout ça, c'est des titres qui ont été un peu édulcorés pop. Ça a été jamais de la pure amapiano, ça a été jamais de la... Tu vois. Et c'est ce que moi je disais dans mes premiers interviews en Europe même, je disais, il faut qu'on arrive aussi, c'est vrai qu'on fait la musique africaine, il faut qu'on arrive aussi à switcher, genre, édulcorer comme tu as dit tout à l'heure. Mais ils font ça bien eux. Sinon, ils ont leur musique aussi de base, bien roots, bien Naija. Mais souvent, ils te font des sons un peu pop. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, tu vois. Est-ce que quand on doit s'obliger, entre guillemets, à l'édulcorer, à mettre de la pop un peu, à mettre des sonorités un peu plus mainstream, est-ce que c'est vraiment la finalité? Est-ce que ça aurait été pas un meilleur succès d'arriver à faire intégrer de la pure amapiano, du pur bouillon pour les Caraïbes, du pur afro pour la scène africaine? Est-ce que ça aurait pas été ça le mieux, au lieu de s'obliger à mettre de la pop, à popiser les chansons? Non, là, la pop, c'est juste un exemple que j'ai pris, mais il n'y a pas que la pop. C'est un championnat international. C'est tout le monde qui est dans la compétition, là. Il n'y a pas une histoire de... On doit prendre notre musique roots pour la faire accepter en mettant de la pop. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut plutôt respecter les normes internationales. C'est de ça que je parle. Comme tu joues au foot au quartier, tu sais faire les passements de jambes et tout, mais en Ligue des Champions, on te dit, hey, ici, pas trop de simagré. Tu vois un peu, le Brésilien, il arrive en Ligue des Champions, dans une équipe où il y a de l'argent qui sort. On dit, on doit chercher à gagner ici. C'est vrai, fais-en souvent, mais ici, c'est pour gagner. Donc c'est comme ça que moi je vois dans la musique, la world music surtout, parce que la world music, c'est une musique qui s'inspire beaucoup des musiques roots. Mais comment ils arrivent à commercialiser ça? C'est parce qu'ils prennent compte quand même de la vie des autres. Tu vois, Salif Keita, il a fait de la bonne musique mandingue, mais il a quand même fait des sons aussi que les Français ont aimé. Tu vois un peu. Mais il a pas changé hein, dans les sons que vous avez aimés. C'est le même Salif Keita. Le même Je t'aime, Bive, I love you. Mais l'instrumental est un peu plus épuré. Mais ouais, ça reste du mandingue. C'est devenu un peu plus accessible, quoi. Voilà. Du Sundur, quand il te fait 7 seconds,
il chante en Wolof, mais il chante aussi en anglais, pour se faire comprendre aussi. Alpha Blondy, il fait du reggae, il chante en Djoula, la langue de chez nous là-bas, mais il chante aussi en anglais. Donc c'est une histoire de... c'est international. Magic System, ils font pareil. Ils font du zouglou un peu plus pop. Mais on n'a pas dit de ne plus être route. Mais tu dois savoir le juste milieu, quoi. Tu vois, c'est de ça comment je parle. Pour revenir à toi, est-ce que 2025 est synonyme d'un prochain album? Oui. Ah. Oui, 2025, je sors tellement. Ça va être franchement ça va être très bien parce que en fait j'ai 3 stades chez moi à faire et j'ai le Zénith ici. Et oui, c'est le 20 septembre, le Zénith de Paris, c'est ça? 20 septembre, ouais, le Zénith de Paris et la tournée des stades en Côte d'Ivoire au printemps. Je commence mars plutôt. 31 mars. Après il y a août, après il y a avril, tout ça c'est chaud. Dans ton morceau History, on entend l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité. Pourquoi c'était important d'intégrer cette citation, même si elle s'explique d'elle-même? C'est important pour moi comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai commencé le rap, mes parents, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est d'avoir au moins un discours. Faut pas que je sois un artiste juste là, au hasard, comme ça. J'aime pas vraiment faire le rappeur conscient, mais parler de l'Afrique, j'aime. Donc ce discours-là, c'est pour que quand même, malgré que je suis urbain, fun et tout, je veux que ceux qui m'écoutent, ils savent qu'on n'est pas en train d'aller au hasard quand même. Il y a un chemin. Il y a un chemin quand même, les gars. L'objectif, c'est que nous aussi, on soit importants dans le monde entier. Il faut qu'on arrive à montrer notre identité. Même si on s'amuse, il faut on excelle dans notre domaine. C'est un peu ça. Si ce n'est pas déjà le cas, y aura-t-il un moment où tu te diras « c'est bon, j'ai réussi » ? Hein? Moi, je me dis ça souvent, mais ça dure même pas 5 minutes. Je me rends compte, je disais ça à mon petit frère Tamsir. Je me rends compte, je lui ai dit, hey, souffle un peu, tu vois, comme toi. Moi, je suis ton grand frère, j'ai des choses que j'ai déjà vues, mais souffle un peu, genre, si tu es content, tu viens d'acheter une voiture, pose-toi quand même, respire, tu vois, respire, ah ouais. Souvent, je suis dans la maison avec ma femme, je dis, ah ouais, hey, on est arrivé quelque part quand même, hein. Ah, tu sais, on habitait il y a il y a même pas 2 ans, là. Tu vois pas où on habitait, là? Ouais, c'est bon. Et même pas 5 minutes après, on est encore en train de parler de comment on va avoir une autre acquisition, comment. Mais c'est important de te rappeler, de t'encourager, quoi, pour moi. Encore une fois, un juste milieu. Voilà. Ne pas se reposer sur ses lauriers. Ouais, mais en même temps. Parce que si t'es dans pour moi, il y a une sorte de fake humilité qui se voit dehors. Si t'es dans une humilité fake où tu fais comme si tu te dis jamais ça, alors que toi-même quand tu te regardes, tu te sens tellement fier de toi, tu vois, c'est le contraire qui va se passer en fait. Faut souffler, quoi, je pense. Didi B, je demande à toutes les personnes présentes de quitter ce studio. Tu connais maintenant Mathilda, hein. Là t'es pas surprise, hein. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il veut me tester, quoi. Ah, ok. Je vais déclencher la capsule. Tu seras complètement seul pendant 1 minute. L'occasion de te confier sur le sujet de ton choix. Déclenchement de la capsule dans 10 secondes. Et moi, je te dis au revoir, Didi B. Ah! Qu'est-ce que je dois faire? Tu dis ce que tu veux. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open the capsule. Ah ouais, c'est chaud ça. Ouais. Ouais, bah, écoute, dilemme. Sois fier de toi, parce que tu es un garçon. Tu gères bien ta carrière. Et tu es l'un des piliers aujourd'hui de la musique de ton pays. Tu représentes. Mais attention, essaie vraiment de te concentrer sur l'après-carrière. Parce que c'est important aussi de courir à gauche, à droite, mais il faut penser à comment tu vas éduquer tes enfants, tout ça. C'est important, hein. Parce que après, tu peux ne pas avoir le temps, mais
Ta famille est là.